pour la petite anecdote, j'ai fait les Jeux Olympiques sans pouvoir tirer, ce qui est quelque chose d'assez bizarre dans notre sport, mais voilà. Salut à toutes et à tous, je suis Lucas Roguet et avec Parole d'athlète, je vais vous emmener au cœur de conversations profondes et inspirantes avec des sportifs de haut niveau. Nous discuterons des hauts, des bas, des triomphes et des défis, mais aussi des émotions, des expériences et des histoires personnelles propres à chaque athlète. Vous êtes la force de notre communauté et afin que le plus grand nombre puisse découvrir les histoires inspirantes de mes invités, suivez notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux, partagez mes contenus avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collègues. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Bienvenue dans Parole d'athlète. Aujourd'hui, nous accueillons Enzo, qui est un joueur de water-polo français, qui évolue avec l'équipe du pays d'Aix-Natation aujourd'hui, mais aussi en sélection nationale. Bonjour Enzo et merci de te joindre à nous aujourd'hui. Salut, c'est un plaisir d'être là, ouais. Donc au cours de cette interview, on va revenir sur ton parcours personnel et professionnel, de ton enfance à Sète, en région Occitanie, jusqu'à aujourd'hui. Et donc je précise que dans cet entretien, on peut vraiment aborder tous les sujets. Et si à un moment il y a un sujet qui te parle un peu plus que d'autres, ou tu as vraiment envie de mettre l'accent, aucun souci. Est-ce que ce programme te convient? On y va, hein? Top. Du coup, je vais te proposer de commencer par te présenter pour nos auditeurs. Alors, comme tu l'as dit, moi, je suis Enzo Cass, poloiste. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de water polo. Depuis quelques années déjà. Ça fait maintenant plus de, je dirais, 14, 15 ans que je suis en équipe de France. Voilà, donc voilà. Après, je pense qu'on va un peu plus parler de moi tout le long. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Super, merci beaucoup de cette présentation. Est-ce que tu peux aussi nous présenter brièvement l'histoire du water polo si tu as quelques idées clés en tête? Ouais, alors le water polo, c'est un sport qui est olympique déjà depuis pas mal de temps, qu'il était au dernier JO qui était à Paris, donc en 1924. Euh, voilà, c'est un sport qui se joue dans l'eau, qu'on peut comparer un peu au handball ou au basket dans l'eau. Voilà, qui demande une très grande préparation physique, des bonnes attitudes aquatiques. Voilà, en gros. Ok, top. Et maintenant, si tu devais, alors tu as commencé un petit peu à le faire, mais si tu dois résumer les règles et le but du water polo pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié à ce sport-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour faire au plus simple, marquer un but de plus que l'adversaire. Mais voilà, pour entrer un petit peu dans les détails, euh, c'est un, c'est un sport où il y a un gardien, 6 joueurs de champ. Euh, le match se déroule en 4 cartons de 8 minutes. Voilà, et je l'ai dit en rigolant, mais le but c'est ça, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc voilà, pour résumer un peu ce sport. Pour les personnes qui ne connaissent pas, bah maintenant vous savez qu'il faut marquer un but de plus que l'autre, que l'autre équipe pour jouer au water polo. Non, super. Donc je pense qu'avec ça, on a une idée un peu meilleure de ce à quoi s'attendre lorsqu'on parle du water polo. On va basculer tout de suite sur le début de ta carrière et puis aussi ton enfance. Donc tu commences le water polo à quel âge? Tu nous l'as dit tout à l'heure, je crois. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai toujours plus ou moins été dans l'eau, donc je pense que je demande à mes parents, mais je pense que j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Voilà, ça a été direct, j'ai été dans l'eau et j'ai toujours eu ce besoin de m'amuser, parce qu'on parle de jeu, donc d'avoir un ballon, donc ça s'est fait assez naturellement et très tôt. Ok, et donc tu commences dans quel club à l'époque? Alors à l'époque, j'ai commencé au Dauphin de Sète, c'est un club qui n'existe plus. Malheureusement, mais qui était un club historique dans le water polo français, un très bon club formateur. D'accord. Et quelles sont les premières personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que c'est de famille? Est-ce que c'est des amis ou autre chose? Alors le water polo, c'est vrai que c'est un sport assez confidentiel. Je pense que tous ceux qui en font ont été inspirés par soit quelqu'un de leur famille, soit un ami. Pour ma part, c'était mon père qui en faisait. Il m'a jamais obligé, mais force est de constater que j'ai suivi sa voie, donc voilà.
Très bien. Et donc tu parles effectivement un petit peu de ton papa et puis tu parlais des Dauphins de Sète. Donc c'est une ville dans laquelle tu grandis. Comment ça se passe un petit peu ton enfance? J'ai eu une enfance assez normale. J'ai manqué de rien. J'ai eu la chance, voilà, d'être très tôt dans ce club où j'ai gardé mes meilleurs amis avec qui j'ai commencé ce sport. Donc ça, avec l'âge, je sais que c'est une chance que j'ai. Voilà, c'est une ville assez tranquille, cette où l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc heureusement qu'il y avait le sport un peu pour nous sortir. Et voilà, voilà. J'ai vu aussi que donc du coup pendant cette période de l'enfance aussi tu fais des études. Quelles études tu as faites? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait les études ou tu t'es vite décroché pour aller au water polo et faire du water polo un peu ton emploi du temps préféré on va dire. Je vais être honnête, je ne me serais jamais vu faire ce sport adulte, de part parce que je pensais pas que c'était possible de vivre du water polo et même du sport en général. Donc voilà, j'ai une famille qui m'a toujours poussé dans les études. Euh, le tournant un peu, ça a été mon départ à l'INSEP à 15 ans pour la rentrée au lycée. Donc qui m'a mis un peu un pied dans ce haut niveau et de ce qu'était le sport de haut niveau et qui m'a fait peu à peu comprendre que je pouvais faire du water polo à haut niveau encore une fois. Mais voilà, vraiment, moi à 14-15, même en arrivant à l'INSEP, je voulais pas faire de water polo à haut niveau. Vraiment, je voulais faire des études. Et puis voilà, on reparlera peut-être après. Mon arrivée à Nice, des promesses. On me dit que je peux faire ça, que mais il faut que je me concentre à 100% dans water polo. Donc des choix. La vie est faite de choix. J'ai fait les miens. Pour l'instant, je les regrette pas. Mais voilà, ce qui m'a empêché, entre guillemets, c'est le water polo à bandeau, mais il n'y a pas que ça, de faire des études comme je l'aurais espéré. Donc tu arrives à l'INSEP en quelle année? Pour quel diplôme? En seconde, pour le bac, je suis arrivé. Voilà. Et donc à cette période-là, comment tu concilies un petit peu ton emploi du temps, on va dire, entre tes études à l'INSEP et le water polo? Par chance, l'INSEP, c'est quand même quelque chose, une institution, c'est assez carré, on est quand même très très bien encadré au niveau des études. Tout est fait pour concilier le double projet. Ce qui en France est pas évident. Je ne sais pas si on a déjà parlé avec d'autres sportifs, c'est quand même assez compliqué de mettre en place ce double projet. Bah, à l'INSEP, ça s'est très très bien passé. Je suis resté ma seconde et ma première. Donc voilà, ça se fait assez naturellement. Tout est fait pour qu'on y arrive. Donc on fait le sport, on a école, après on va s'entraîner, on revient à l'école, tout est sur place, donc c'était assez facile. Tout se faisait naturellement. Et donc tu nous parlais juste avant de Nice. Est-ce que c'est le premier club dans lequel tu signes ou c'est un rapport tout autre? Non, c'est le premier club en sortant de l'INSEP. Euh, je sors, donc j'ai 17 ans, et la question se pose, est-ce que je rentre chez moi à 7 ou j'ai cette proposition à Nice? Et voilà, j'ai fait le choix de partir là-bas à 17 ans. Donc. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la suite de ce qui va se passer avec Nice du coup? Alors ouais, je pars à Nice. Déjà, ça a été un choix assez mouvementé parce que le club où j'étais à l'époque, les Dauphins de Sète, n'ont pas vraiment accepté, donc ça a causé pas mal de soucis. Mais en fin de compte, je suis allé là-bas à l'époque où il y avait un entraîneur qui était très bon et qui est toujours très bon, qui entraîne, Samuel Lardan. Euh, voilà, c'était une ville que j'appréciais déjà beaucoup, donc et qui me proposait encore ce double projet parce que je devais passer mon bac à la fin de l'année, j'étais en terminale. Donc tout était réuni pour que j'aille là-bas et j'y suis allé, voilà, et ça a été, je pense, un des meilleurs choix de ma carrière pour la lancer en tout cas. D'accord, donc c'est on va dire un premier choix peut-être difficile, compliqué, parce que tu avais d'un côté Sète, le club où tu as commencé le water polo, et puis du coup cette proposition de Nice, et c'est vraiment là où tu es devenu professionnel, c'est ça? Ouais, bah, quand je te le disais, la première année, j'ai passé mon bac, donc pas professionnel. Enfin, je m'entraînais comme mon professionnel, mais j'avais pas le statut de professionnel. Et c'est là où je parlais par la suite, où après avoir obtenu mon bac S, la question s'est posée des études que j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé par une école d'ostéopathie.
Et au bout de quelques mois, le club m'a fait comprendre que les deux n'étaient pas possibles et de faire un choix. Et voilà, je me suis lancé dans le water polo. Comme je t'ai dit précédemment, aucun regret. Et donc c'était une question de temps, j'imagine, c'est ça? Le partage du temps entre les études et le club. C'est ça, ouais, d'organisation. C'est vrai qu'en France, ce double projet, on nous bassine beaucoup avec ça, mais il est assez compliqué à mettre en place réellement sur le terrain. Enfin, en tout cas, à l'époque où j'ai voulu le faire il y a plus de 10 ans. Voilà, impossible parce que j'avais des trajets à faire à Sofia Antipolis à l'époque où j'avais pas le permis, donc je mettais 2 heures à y aller. Je pouvais pas m'entraîner le midi, je m'entraînais qu'une fois par jour. Et malheureusement, dans notre sport, on ne peut pas s'entraîner qu'une fois par jour. C'est 2 fois par jour plus une musculation. Donc, si je voulais atteindre mes objectifs dans le haut niveau, c'était quand même difficile de faire les deux. Bien. Et donc tu restes à Nice pendant combien de temps et surtout, est-ce qu'il y a des événements majeurs auxquels tu vas participer durant ton passage à Nice? Je suis resté 4 ans à Nice, donc mes 17 ans, mes 21 ans. Ce qui va me marquer, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà d'être propulsé dans un monde d'adultes. Ça a été ma première expérience, c'est-à-dire qu'avant à l'INSEP, on est entre nous, entre jeunes du même âge. Là, avec des gens plus vieux. Donc, ce que je retiens vraiment, c'est ça. Et des rencontres. Voilà, j'ai eu la chance d'être dans une équipe avec des personnes, au-delà de joueurs formidables, des personnes formidables qui m'ont inspiré et aidé, accompagné, surtout à grandir. Et ouais, Nice, j'ai toujours dit, c'est la ville qui m'a vu devenir homme. Voilà, et on ne devient pas homme tout seul, on devient homme en faisant des rencontres, en étant accompagné. Donc voilà, de toute façon, ils le savent, mais j'ai toujours remercié les personnes concernées. Et vraiment, voilà, ce que je retiens en tout cas, c'est ça. C'est vraiment voilà, cette atmosphère et c'est pour ça que j'ai toujours une attache particulière à ce club et cette ville. Super, ben merci beaucoup pour ta transparence là, parce que du coup on voit effectivement que c'est non seulement ce club-là qui t'a propulsé, comme tu l'as dit, dans le monde, alors déjà du water polo, mais aussi des grands, comme tu l'as dit. Tu es passé d'un écosystème, on va dire, où il y avait uniquement des jeunes de ton âge à cette époque-là, et puis d'un seul coup, tu t'es retrouvé avec, donc dans un monde d'adultes, pour reprendre tes mots. Est-ce que tu dirais que c'est aussi ça qui t'a apporté plus de maturité très tôt dans ta carrière ou pas? Ah oui, mais quand on arrive à 17 ans dans une nouvelle ville avec très peu d'accroches en fait au final parce que je suis arrivé, je connaissais quasiment personne. Et voilà, après c'est s'adapter, l'entraînement est plus dur, c'est-à-dire que l'entraîneur ne te considère pas comme un jeune mais comme un professionnel adulte, donc parfois il te rentre dedans, il faut tenir et persévérer. Et donc, ouais, ça a été. Il y a eu des moments compliqués, mais c'est comme ça qu'on grandit aussi. Et il y a eu plus de très bons moments que de moments compliqués quand même. À la suite de ces 4 ans passés au club de Nice, tu rejoins le cercle des nageurs de Marseille, c'est ça? C'est ça. Ok. Euh, Comment t'accueillent tes nouveaux coéquipiers? Quelle est on va dire l'ambiance lors de ton arrivée? Alors pour resituer, en fait, je pars au bout de 4 ans de Nice. Cette dernière année, on gagne une Coupe de la Ligue, ce qui n'était pas arrivé au club depuis 10 ou 15 ans. Mais voilà, je sentais que c'était la fin d'un projet, la fin de quelque chose. Beaucoup de joueurs partaient à ce moment-là. Avec l'entraîneur, ça devenait un peu compliqué. Voilà, il y a enfin, Marseille m'appelait depuis quelques années déjà, et là, je sentais que c'était le moment de passer à autre chose. Marseille est une meilleure équipe qui performait et qui performe toujours en Coupe d'Europe. Donc voilà, j'avais 21 ans. Je me suis dit, voilà, j'ai toujours dans ce processus d'être le meilleur et d'aller chercher toujours plus haut. Voilà, je suis parti de chez moi pour aller à l'INSEP, ensuite à Nice. Marseille, pour moi, était la marche juste au-dessus. Donc, je suis parti là-bas. J'ai été bien accueilli parce que j'étais déjà en équipe de France, donc je connaissais certains joueurs. Donc, ça s'est fait aussi naturellement, on va dire. Bien, donc tu ressors, on va dire, fort d'une expérience
humaine et sportive avec ce club de Nice en gagnant la Coupe de la Ligue comme tu l'as mentionné. Donc tu rejoins ce club de Marseille, comme tu le dis, très bien accueilli. Intègres une équipe avec un effectif pardon, qui est de qualité supérieure à Nice. Euh, Tu as fait ce choix pour du coup le plan à la fois personnel, développement personnel et sportif, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, pour devenir un meilleur joueur, sans vraiment prendre en compte le reste. Très bien. Tu vas rester combien de temps à Marseille? Est-ce que tu peux nous le dire? Je suis resté 2 saisons. Ok, 2 saisons. Au cours de ces 2 saisons, est-ce qu'il y a des passages, des défis ou des triomphes auxquels tu participes ou au contraire, si c'est des défis auxquels tu seras confronté? Ouais, il y a deux choses qui me viennent en tête. Euh, D'abord, c'est le cercle des nageurs dans le milieu aquatique et encore plus au water polo. C'est un club qui a une très grande expérience, une très grande histoire, euh, qui a une exigence dans la performance et dans le haut niveau qui est sans égal en France. Donc vraiment, voilà, ce truc de, il faut être le meilleur tous les jours à l'entraînement, en match. Voilà, tout le monde est derrière toi. Il faut se pousser toujours le curseur. Donc ça m'a appris, ça a été nouveau. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est là où j'ai connu ma première grave blessure à l'épaule, a par la suite un peu dicté la suite de ma carrière. Voilà, en fin de première année, je me fais opérer, ce qui a remis beaucoup de choses en cause. Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Ça fait un peu de teasing. Oui, effectivement, oui, on va en reparler, puisque ça va aussi causer, enfin, comme tu l'as dit, remettre un petit peu en cause pas mal de choses, notamment avec aussi ton arrivée au pays d'ex-natation, donc effectivement, on peut en reparler. Donc tu me parlais de ce mécanisme, on va dire, de pousser toujours l'effectif et les joueurs surtout à se transcender, on va dire. Et donc, toi, comment tu vis ça? Est-ce que tu le prends, est-ce que ça te surprend à première vue, ou est-ce que tu le prends au contraire comme une superbe opportunité pour encore plus t'améliorer quoi dans ton dans ton domaine, tout simplement? Je l'ai pris comme une opportunité. Je savais à quoi m'attendre quand j'arrive. Mais voilà, il y a eu cette blessure qui a, qui a changé beaucoup de choses. Et cette blessure, justement, elle arrive à quel moment de ces 2 saisons avec Marseille? Est-ce qu'elle arrive au début de ton arrivée, on va dire, si on prend sur les 2 ans? Elle arrive enfin au mois de mars. On est au mois de mars 2015, donc au cours de la première année. D'accord, et j'imagine que c'est pour toi déjà très frustrant et pour l'équipe aussi, puisque quand tu intègres ce club-là, j'imagine que tu as toi des objectifs et eux aussi en te recrutant, je pense qu'ils avaient quelques idées derrière la tête. Euh, Quel est on va dire ton ressenti à ce moment-là? Est-ce que y a quelque chose qui t'embête un peu dans cette histoire-là de blessure? Oui, alors à cet âge-là, malheureusement, on pense beaucoup à sa pomme. Vraiment, quand je me blesse, je pense qu'à moi, à ma carrière, pas beaucoup aux autres. Je le dis très honnêtement. Pas beaucoup aux autres. En fait, quasiment, que je joue pas, que ce qu'ils espèrent, ça m'intéresse pas. Moi, je veux me soigner. Et donc voilà, ça arrive à un moment donné où j'étais pas prêt. Je pense que quand on est jeune et même moins jeune, la blessure, on n'apprend pas à la gérer. On apprend à la gérer peut-être au niveau musculaire, mais au niveau mental, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. Enfin, je dis on, mais je vais parler pour ma part. J'étais pas prêt à ça et j'avais pas les armes pour surmonter ça. Et ça a été très dur. Ça a été vraiment une des premières gros obstacles de ma carrière. D'accord. Et donc tu te remets de quelle manière de ça? Est-ce que combien de mois j'imagine de soins, est-ce que c'est de la rééducation que tu fais? Alors, en plus, ça tombe à un moment où je me fais opérer au mois de juin 2015. Donc, j'ai fini la saison sur un bras, sur un bras, comme on dit une jambe, un foot, mais on va dire un bras. Et donc voilà, je me fais opérer à la fin de cette première saison.
Euh, L'opération se passe bien, la rééducation se passe bien, mais on arrive dans une année olympique. Parce que voilà, c'était 2015-2016, donc pas vraiment le meilleur des timings. Donc du coup, je reprends péniblement, mais j'arrive à retrouver mon niveau assez rapidement. Mais ça a été un peu par la suite où en fait, avec le recul, j'ai mal fait les choses et j'en ai payé le prix. Voilà. Quand tu dis justement mal fait les choses, alors est-ce que c'est pousser le curseur un peu trop loin et du coup te mettre, on va dire, justement te faciliter les blessures? C'est dans ce sens-là que tu le vois? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on est blessé, on veut revenir le plus vite possible. On revient pour aider l'équipe, pour soi se rassurer. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Honnêtement, il faut prendre son temps, il faut écouter le corps médical à qui on a confiance et pour pas le payer ensuite, parce que sur le moment on s'en rend pas compte, ça va plutôt pas mal, on y arrive, mais on paie toujours la note à un moment donné, toujours. Et donc cette note-là, pour toi, elle arrive quand? Parce que effectivement, j'ai vu que tu participais aux Jeux olympiques à Rio en 2016. Est-ce que c'est lors de cet événement-là que tu dis que tu vas le payer ou c'est avant? C'est ouais, parce qu'en fin de déjà on a une saison assez chargée. Donc au mois de janvier 2016, on a un championnat d'Europe qui se passe très bien pour nous. Pour moi aussi, pas vraiment de douleur, tout se passe bien, j'ai un bon niveau. Et en fait, grâce à ce tournoi, on se qualifie pour le TQO, qui est le tournoi de qualification pré-olympique, qui va nous permettre d'avoir notre ticket pour les Jeux. Donc, on arrive à ce tournoi et euh, et, euh, et du coup là, ça recommence à faire mal parce que grosse préparation. C'est un objectif que la France n'a pas atteint depuis 92, donc on met toutes les chances de notre côté. Mais voilà, mon épaule, elle n'est pas prête à assumer autant de charges de travail. Donc là, ça commence à tirer, le TQO arrive, ça se passe très bien pour nous parce qu'on se qualifie. Moi, je commence à sentir que ça tire. Ensuite, arrive la fin de saison avec Marseille, que je termine aussi sur un bras. Euh, et après, on enchaîne direct par la préparation pour les Jeux. Et là, ça tout pète. Quand je parlais de payer la note, c'est là. Et du coup, ça a été compliqué. Moi, en préparation, j'avais abandonné l'idée de faire les Jeux parce que j'étais incapable de shooter, de nager. Et pour la petite anecdote, j'ai fait les Jeux Olympiques sans pouvoir tirer, ce qui est quelque chose d'assez bizarre dans notre sport, mais voilà. D'autant plus que, donc toi, si tu peux nous rappeler à quel poste tu joues. Ouais, je suis défense pointe, mais plutôt polyvalent. Mais voilà, on a un sport où on est obligé de tirer. Moi, j'ai prouvé que non, mais normalement, on est obligé de pouvoir tirer. Ok, super. Donc, on va en reparler d'ailleurs, puisque alors je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, enfin, les dispositifs dans le water polo, les dispositifs d'équipe, mais en tout cas pour un défenseur, je trouve que à première vue comme ça, on va dire sans vraiment connaître en profondeur le water polo, tu marques quand même pas mal de buts. En tout cas avec l'équipe que tu vas rejoindre du coup après ces JO là, c'est ça, en 2016, tu vas rejoindre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le pays d'Aix-Natation. Et donc ouais, est-ce que tu peux déjà donc nous faire un petit point sur comment fonctionne le dispositif dans le water polo? Combien de joueurs sur le terrain? Tu nous l'as dit peut-être tout à l'heure. Enfin, est-ce qu'on dit un terrain du coup ou on dit dans la piscine? Ouais, on dit comme tu veux, vraiment. Ok. On peut bien du terrain, piscine. Non, les deux se font. Les deux se font, je crois. Et non, non, mais du coup, ouais, c'est un sport qui se fait un peu comme au handball. Six joueurs, c'est ça, ouais, six joueurs, un gardien. Il y a un poste de pivot. Il y a deux ailiers, deux demi, et on a un poste qui est un peu spécial, c'est la défense pointe. C'est celui qui est derrière, voilà, qui est au milieu, qui est derrière. Voilà un peu pour la disposition du water polo. Mais voilà, si les gens veulent, parce que là j'explique un peu les choses, si les gens veulent savoir, ils peuvent aller sur Internet, il y a des vidéos où ils expliquent beaucoup mieux comment. Ça marche. Bon, vous avez la première explication d'Enzo, et si vous voulez en savoir un peu plus, bah, dirigez-vous sur Internet et vous aurez des explications plus profondes, on va dire.
Donc en 2016, on l'a dit, tu pars au Pan, mais avant de parler de ça, du coup, toi, comment tu vas vivre cette expérience au JO sans pouvoir tirer? Alors, je reviens un peu en avant, tu m'en veux pas. Avec plaisir. On arrive au TQO. Comme je t'ai dit, la France, ça faisait depuis 92 qu'elle avait pas, enfin en water polo, qu'elle n'avait pas participé au JO. Donc, honnêtement, nous, quand on arrive, on va dire enfin, jusqu'à jouer le TQO, genre, enfin, 2 semaines avant le TQO, personne croit aux Jeux Olympiques. On nous a jamais préparé à ça. On a toujours dit la France, on est nul au water polo, c'est pas possible. Et puis, nous, les joueurs, le staff, on a créé vraiment quelque chose de très fort où on s'est dit, personne croit en nous. Si personne croit en nous, c'est à nous de le faire, quoi. C'est à nous de croire en nous pour que les gens soient confiants et espèrent que le water polo français fasse son retour au JO. Donc voilà, on a travaillé très très dur. On a monté une équipe, un projet en très peu de temps. Et enfin, voilà, le TQO pour les gens qui, qui poloisent, qui écouteront ce podcast, on n'a pas joué un beau polo, mais on n'a rien lâché. On a eu une mentalité à toute épreuve. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir Intérieur Sport de Canal+ qui nous a suivis pendant cette expérience-là. Et enfin, ça résume et ça retranscrit très bien la mentalité et l'équipe qu'on était à cette époque-là. Donc voilà, c'est aussi un très bon complément ça de regarder cet Intersport parce qu'on a eu c'est la chance qui nous ait suivis et ça fait pour nous qui étons là de super souvenirs quoi. Donc après ça, donc on se qualifie au JO. Alors l'expérience avec le recul, honnêtement, moi je l'ai vécu comme Disneyland. C'est pas du tout bien, c'est pas ce qu'il faut. Mais voilà, comme on n'était pas préparé à ça, on est arrivé, on voit les grands sportifs, on est chouchouté, donc nous on se sent à l'aise et c'était l'un pour adultes sportifs. Voilà comment je l'ai vécu. Et malheureusement, vu que encore une fois on n'était pas préparé à ça, euh, on a, on y est allé pas la fleur au fusil parce qu'on voulait performer, mais pour découvrir, voilà, pas pour performer. Et c'est toujours la même chose. Le sport de haut niveau, c'est la performance. Et à cette époque-là, on n'a pas su changer le curseur et arriver pour performer. Mais ça reste de magnifiques souvenirs et surtout cette envie d'y retourner et pour cette fois performer. Voilà. Très bien, on va en reparler aussi parce que c'est un enjeu des prochains mois, en tout cas, les Jeux Olympiques de 2024. Donc, on va en reparler au cours de cet entretien. Et tu parlais, du coup, durant ces JO-là, qu'une chaîne télé, c'est ça, vous avez suivi. Est-ce que, moi j'ai une question aussi là-dessus, est-ce que le water polo en règle générale était déjà médiatisé en 2016, on va dire? Est-ce que les matchs passaient à la télé? Est-ce qu'il y avait, on va dire, de la connaissance passée au travers de l'écran pour les personnes qui souhaitaient regarder les matchs? Je vais te poser une question qui va répondre à tout ça. Est-ce que tu as déjà vu du water polo à la télé? Alors, je t'avoue que j'ai déjà vu, mais il n'y a pas très longtemps, sur une Voilà. chaîne qui a le nombre 21. Ok. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai déjà vu un match sur cette chaîne, mais à part celle-ci, non. Je t'avoue que j'ai jamais vu. Voilà. Non, mais voilà la réponse. C'est vrai que voilà, je le disais au début, on a un sport confidentiel, très peu médiatique. Mais à cette époque-là, le TQO avait été retransmis sur l'équipe 21. Voilà, la fédération s'était battue pour qu'on soit retransmis. Et je pense que pour populariser notre sport, évidemment que ça passe par là. On a eu la chance aussi pendant le Covid, avec l'expansion des vidéos en streaming et des matchs retranscrits sur Internet, maintenant tous les matchs de polo sont filmés et retranscrits sur Internet. Donc c'est très bien. Il faut pas s'arrêter là parce qu'il faut aussi continuer à pouvoir avoir une fenêtre médiatique au niveau télévisuel. Mais voilà, ça c'est pas mon domaine, mais j'espère que ça arrivera. Donc, on va reprendre juste après du coup les JO. Tu rejoins, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le Pays d'Aix Natation en 2016. Et là, j'ai envie de te poser un peu la même question que tout à l'heure.
Lors de ton arrivée, comment ça se passe? Cette fois-ci, tu rejoins cette équipe pour quelles raisons? Est-ce que c'est des raisons qui sont plutôt des raisons de compétition? Est-ce qu'ils participent à des compétitions que le cercle ne, que le cercle n'avait pas la possibilité de concourir parce que les niveaux étaient différents? Ou est-ce que c'est d'autres raisons? Alors, pour resituer, le pays d'ex-natation à cette époque était moins performant que le cercle des nageurs de Marseille. Je quitte le club pour resituer encore une fois, je quitte le club de Marseille. Mais c'est bien parce que ça me rappelle les souvenirs et j'ai une mémoire qui défaille, donc c'est pas mal. Et donc, oui, voilà, je quitte le cercle des nageurs de Marseille parce que, honnêtement, à la fin, ça se passe assez mal. Voilà, ma blessure, comment on a géré ça. Bon, voilà, encore une fois, avec le recul, je ne rejette la faute, enfin, je rejette pas du tout la faute sur eux, mais sur le moment, pour moi, c'est leur faute. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc je décide de quitter le club et en fait arrive, voilà, comme je te le disais, au JO, j'y vais sans shooter. Donc des très très gros problèmes d'épaule. Donc moi, mon objectif, c'est me soigner. Voilà, me soigner. J'ai des propositions de clubs. À l'époque, j'en ai deux sérieusement, c'est Nice, mon ancien club, et Aix-en-Provence. Et je fais le choix, honnêtement, de choisir le club qui pourra m'offrir les meilleurs soins. Kiné, médecin, récupération. C'est vraiment ma pensée. Et encore une fois, je vais là-bas et toujours dans ce mindset de je veux toujours être le meilleur et progresser le plus possible. Donc je me dis, je vais aller là-bas. Il y en a peut-être qui vont entendre, ça va pas leur faire plaisir, mais je me suis dit, je vais rester 1 an, 2 ans, me soigner et reprendre ma progression pour aller encore dans un plus grand club. Spoiler, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pas plus mal. Mais voilà, là on repart, voilà, là je suis en 2016, je te dis ma pensée pourquoi je rejoins ce club. Ok, super. Super, bah écoute, en tout cas c'est une remarque atypique, mais cool. Ça marche, donc à ce moment-là, tu veux te soigner pour revenir, comme tu l'as dit, au meilleur niveau et encore progresser. Combien elle va prendre de temps cette remise en forme? Alors, je passe 1 an à jouer quasiment, à pas jouer. Je fais quelques matchs par-ci par-là, je reviens, je me reblesse. Donc, pour moi, cette première saison, c'est une saison blanche. Euh, et ça va avoir de l'importance pour la suite, sur plein de domaines. Et du coup, voilà, à la fin de cette année-là, moi, je me pose et je me dis, non, non, mais enfin, là, faut arrêter quelque chose. Euh, j'ai la fédération qui me pousse pour jouer les championnats du monde en 2017 à Budapest. Moi, je leur dis, écoutez, faut que je me soigne, il faut que je fasse quelque chose parce que là, j'arrive plus à jouer. Et je pars à Cap-Breton, centre de rééducation, qui a été d'une importance cruciale pour moi et qui m'a changé, qui a changé le reste de ma carrière. D'accord, donc tu pars à Cap-Breton pour ta rééducation. Et donc ça intervient toujours dans cette première saison que tu mentionnais ou c'est même après cette saison? À la fin de la saison, au mois de juin-juillet 2017. Donc tu pars faire ta rééducation et donc tu disais que ça va jouer un rôle très important. Est-ce que cette rééducation, elle te permet de jouer la saison d'après déjà? Oui, voilà, ben, moi c'était un peu euh, le dernier recours. Je le dis honnêtement, à cette période-là, c'est soit ça marche, soit j'arrêtais le water polo. Voilà, parce que je prenais plus de plaisir. Je peux pas jouer comme je l'aurais souhaité. J'étais trop limité physiquement par mon épaule, par plein de choses. Donc voilà, je suis allé là-bas. Je leur ai dit, hein, j'aurais dit, vous êtes ma dernière chance. Ça va pas mieux. C'est fini pour moi. Par chance, ça s'est très très bien passé. Donc le séjour là-bas, je reste un peu moins d'1 mois. Je reviens à Aix et je fais une saison quasi complète. Je fais une saison, je rate pas de match. Au début, c'est un peu dur pour revenir, mais c'est la saison du renouveau pour moi. Ça se passe bien, le club performe bien. Moi, je reviens quasiment à mon niveau. Donc, ouais, ouais, ça a été le renouveau, quoi. Très bien. Et donc on le disait tout à l'heure. Alors tu joues au poste de défenseur pointe, c'est ça?
Ouais, Exactement. Je commence à connaître un peu les. spécialiste. Euh, et donc, est-ce que le rôle du défenseur pointe à la base est de marquer beaucoup de buts ou pas? Alors non, non, et ça a été toujours un peu mon problème, c'est que beaucoup d'entraîneurs me le disaient, j'avais beaucoup de capacités et ils me trouvaient trop enfermé dans mon rôle. Donc voilà, donc au début de ma carrière, là on est au bon timing, time lapse, on est bien. Jusqu'à cette période-là, je marque très peu. Je marque pas beaucoup. Si je marque un but et demi par match, ce qui est pas fou. Mais pour moi, c'était la progression. Voilà, je reviens de ma blessure, j'essaie de stabiliser mon épaule, de retrouver mon niveau, et ensuite on essaie d'aller chercher ça. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, ça a été, j'ai fait appel à un préparateur mental pour essayer de débloquer un peu ce blocage que j'avais, voilà, sur la prise de décision pour marquer, enfin, voilà, pour tout ça. Et par la suite, c'est là où j'ai commencé à marquer un peu de but, un peu plus. Tu fais bien de parler de cet aspect du sport professionnel en tout cas, la préparation mentale, parce que c'est pas une mince affaire entre guillemets, ou c'est pas quelque chose à négliger. Donc toi tu prends cette décision en 2017, c'est ça, 2018? 2018, ouais. Et est-ce que avant tu avais déjà fait appel à ce genre de préparateur? Jamais, jamais, parce qu'on vient d'un sport qui est quand même un peu rustre, on va pas se le cacher, où c'est mal vu dès qu'on parle un peu de mental. Voilà, on est faible ou plein de choses. Les mentalités ont changé. Attention, c'est plus le cas. C'était ça il y a 10-15 ans, mais maintenant c'est plus le cas. Et je décide en ayant parlé avec d'autres sportifs, en ayant parlé avec mon entourage, d'avoir cette démarche d'aller parler, d'aller discuter avec un prépa mental pour progresser encore. Et ouais, ça m'a changé du tout au tout. Et est-ce que tu as une question un peu particulière, mais est-ce que tu as des superstitions, une routine pendant tes entraînements et tes matchs? Est-ce que tu suis quelque chose à la lettre pour peut-être pour ne pas perdre, entre guillemets? Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors, j'ai une routine vraiment préétablie à partir du moment où je mets un pied à la piscine. Que ça soit sur l'échauffement, sur des petits trucs, des superstitions. Qu'est-ce que je peux te dire? Les échauffements d'avant-match, c'est une partition. Je fais quasiment toujours la même chose. Avant de rentrer, j'ai mes petits tics, de taper dans les mains, enfin, des trucs qui n'ont pas vraiment, là, quand on en parle d'utilité. Mais pour moi, oui. En fait, c'est plus une manière de se concentrer que autre chose. Voilà, on est dans son truc, ça nous permet de nous recentrer. Et c'est important, je pense. Et en discutant, je pense, avec beaucoup de sportifs, tout le monde là, on se rassure. On est un peu comme des enfants, on veut se rassurer. Ok, ça marche. Donc tu as bien des petites routines enfin des routines, c'est sûr. Je pense en tant que sportif, les routines, c'est la routine. Mais, euh, mais Les des superstitions, superstitions, ouais. voilà. Ouais, Ok, top. Écoute, je vais te proposer de faire une première pause, si on peut l'appeler comme ouais. ça, en te posant quelques questions où le but est d'avoir ta réflexion personnelle. Est-ce que tu peux nous partager le plus gros cliché que tu aies déjà entendu sur les poloistes? Honnêtement, le poloiste est toujours bien vu parce qu'on est un sport peu médiatisé. Du coup, les gens ont un peu de compassion pour nous ou de peine. Je sais pas, faudra leur demander. Mais voilà, ils nous voient un peu grands, costauds, mais ils ne voient pas la télé. Donc ils se disent, ah, ils méritent d'être un peu plus mis en avant. Donc honnêtement, au niveau du poloiste, pas trop dans le monde réel, on va dire. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu fais 2 m 02, c'est ça? Oui. Ok. Et est-ce que c'est un avantage d'avoir cette taille-là quand on joue au water polo? J'imagine que oui. Oui, c'est un avantage parce que, comme tous les sports, enfin, c'est vrai que nous, il y a un dicton qui dit dans le water polo, de toute façon, il y a que la tête qui dépasse de l'eau. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, mais oui, ça aide parce que voilà, des plus grands bras, donc plus de bras de levier, possibilité de récupérer des ballons plus loin. Enfin, voilà, pour plein de choses. Bien sûr, être grand, ça aide et ça m'a aidé, évidemment. Si tu pouvais changer
une règle dans le water polo, qu'est-ce que tu changerais? Bah alors bizarrement, moi j'aime pas le contact quand je joue au water polo. C'est un peu bizarre parce que notre sport c'est que du contact. Et je n'aime pas ça. J'aime pas qu'on me touche. Donc c'est voilà. Mais si je devais changer une règle, ça serait un peu comme au basket. Voilà, dès qu'il y a contact, c'est faute. Voilà. Bon, ça serait Ok, pas du tout le même sport, mais on l'appellerait autrement. Voilà. ça marche. Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu justement du réseau de sportifs avec lequel tu avais échangé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sportif que tu admires le plus que les autres? Alors, j'ai jamais été. Je- c'est un problème ou c'est une qualité, je sais pas, mais c'est ce que je suis. euh, Fan de quoi que ce soit. J'ai pas de club de foot, supporter de pas de club de foot. J'ai eu des gens qui m'ont inspiré, bien entendu, mais de là à être fan, euh, honnêtement, jamais. Il y a des joueurs de water polo que je me suis inspiré, des sportifs. Des LeBron James, enfin, voilà, des choses assez bateau, mais je n'ai jamais été ce fan de suivre ce qu'il fait tous les jours, à regarder le moindre reportage qui sort sur lui. Voilà, jamais, jamais. Non. D'accord. Très bien. Tu t'es inspiré, on va dire, un petit peu de tout le monde te bâtir ta propre personnalité, on va dire. C'est ça, ouais. Peut-être que j'ai un peu trop d'ego, un peu trop de personnalité, mais je suis comme ça, ouais. J'ai du mal à vraiment m'identifier à quelqu'un, voilà. Je prends un peu de tout le monde, comme tu as dit. Top. Si tu pouvais échanger avec la personne de ton choix aujourd'hui, que ce soit une personne qui soit aujourd'hui encore vivante, morte, réelle ou même fictive, est-ce que tu as une personne en tête avec qui tu voudrais passer un moment? Je me suis souvent posé cette question, j'ai les réponses, mais c'est pour ça que je dis ma mémoire elle défaille un peu. Mais non, mais dans le monde du sport, il y a plein de personnes qui m'inspirent. Moi, l'aspect tactique d'un sport m'intéresse énormément. Je sais pas, discuter avec des gens comme Pep Guardiola, Fabien Galtier, voilà, ce genre de personnes. En fait, des gens qui m'inspirent et qui pourraient m'apporter énormément sur plein d'aspects. Après, je suis un fan de cinéma, donc des acteurs, des réalisateurs, pareil, avec qui j'aimerais discuter. Voilà, c'est surtout ça en fait, parce que je pense que enfin pas d'avoir de cours, mais des discussions, ça apporte énormément. Voilà, la vie, c'est des rencontres et c'est ça qui a dicté de toute façon toute ma carrière jusqu'à là. C'est des rencontres, ce qu'ont pu m'apporter, ce que j'ai pu, j'espère, apporter à certaines personnes. C'est ça le plus important. Et on espère que cette rencontre aujourd'hui va servir à pas mal de gens aussi. Ah, j'espère, j'espère. Est-ce que tu as un film ou un livre préféré à partager avec nos auditeurs, ou les deux, hein, si tu as les deux? Ouais, je regardais vers là-bas parce que c'est ma bibliothèque. Alors, le livre préféré, enfin le livre qui m'a redonné goût à la lecture, j'avais arrêté pendant un moment de lire, c'était La Formule de Dieu. Euh, voilà, que c'est incroyable. En fait, j'aime beaucoup les livres qui parlent d'histoire, de théorie, qui mélangent un peu ces deux aspects-là. Et celui-là, c'est le livre parfait pour moi. Ok, donc La Formule de Dieu de José Rodrigue dos Santos. Exactement, c'est lui. J'avais plus son nom, mais c'est. Ok. Donc voilà. Ok, super. Bon, bah écoutez, si vous voulez reprendre goût à la lecture, comme Enzo, apparemment c'est un livre qui peut vous servir. Et donc tu allais donner ton film préféré. Mon film préféré, alors je suis un très grand fan parce qu'on parle beaucoup de sport, je suis un très grand fan de cinéma. Je vais au moins une fois par semaine au cinéma minimum. Donc vraiment, ouais, j'adore ça. J'adore ça. J'adore ce moment d'accalmie quand je vais au cinéma. J'y vais parfois, quasiment presque tout le temps seul. Voilà, c'est mon moment à moi. Je me retrouve un peu. Le dernier film que j'ai vu, que je conseille, c'est Une année difficile de Toledano et Nakash, que j'ai adoré. Je suis allé voir deux fois. Après, je suis très sensible à leur cinéma, donc voilà. Et sinon, mon film préféré, je sais qu'il y a des amis qui vont écouter et que ça va les énerver, mais c'est Interstellar. Pour moi aussi, Interstellar, c'est de ces 20 dernières années, c'est le meilleur film. Voilà. Ok. Bon, écoute, bah, tu m'as convaincu déjà d'aller voir le film Une année difficile parce que j'avais prévu d'y aller, mais là je vais peut-être y aller plus tôt que prévu. Et ok, Interstellar, oui, je l'ai vu aussi, donc j'avoue que c'est un bon film aussi. Ouais.
Je sais pas Bon si. film. Alors, je sais pas si c'est le meilleur pour moi, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Interstellar, top. Euh, Quelle est la qualité que tes proches admirent le plus chez toi? Ouah, qu'est-ce qu'ils aiment? Faudrait leur demander, c'est ce qu'on répond tout le temps, mais je pense que je suis quelqu'un de très droit. Au final, les amis que j'ai encore et que j'ai gardés euh, le savent et s'appuient dessus. C'est que voilà, je suis quelqu'un de droit, en amitié, en tout, en travail. Et c'est une valeur qui peut-être, je fais pas le vieux réac parce que j'ai que 30 ans, mais qui se perd un peu. Donc voilà, c'est un peu ça, ma droiture. Enfin voilà. Super. Est-ce que aujourd'hui tu peux nous partager ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ouah, il y en a beaucoup. Là, mais ça fait. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, même si j'ai pas l'air comme ça. Donc je réfléchis énormément. Il y a des peurs, on va dire, qui arrivent et qui partent aussitôt. La plus grande peur. J'ai pas de peur, j'ai pas de peur. Il y aurait celle de ne pas faire les JO à cause de blessures, enfin, ces trucs-là, mais c'est pas des peurs, voilà. C'est des craintes, quoi, on va dire. Ouais, exactement, c'est le mot, c'est des craintes, voilà. Et qu'on essaie de digérer, de tout faire pour pas que ça arrive. C'est surtout ça, comme ça que j'aurais une peur. Super. Et dernière question avant de reprendre le cours de l'épisode. Où est-ce que tu te rends lorsque tu as besoin de te ressourcer? Donc on a parlé de cinéma. Ouais, cinéma. Sinon, quand j'ai le temps, je vais voir ma famille ou quelques amis assez proches que je vais voir de temps en temps quand ça, voilà, j'ai besoin de me ressourcer. Ou encore une fois, j'y repense à prendre un rendez-vous avec ma préparateur mentale pour discuter de choses que j'ai besoin d'évacuer. Donc elle joue un rôle plutôt prépondérant, on va dire, aussi dans ta carrière, effectivement. Oui, oui, Euh, ça fait partie. C'est comme tu dis, c'est très important pour moi, à même titre que la préparation physique, que mon entraînement. C'est même niveau. Ouais, exactement. Super, donc on va reprendre toujours au pan du coup. Donc comme tu l'as dit, spoiler tout à l'heure, c'est pas du tout passé comme prévu. Tu es même toujours aujourd'hui dans ce club, il me semble. Oui. Donc effectivement, les 2 ans ont été un peu plus longs que prévu. Aujourd'hui, quel est le plus beau souvenir que tu aies avec ce club? Je pense que beaucoup, quand tu poses cette question, parlent de titres, de plein de choses. Moi, tu vas voir que, et surtout grâce à cette personne, ma vie et ce sport, c'est des rencontres qui m'ont beaucoup apporté. Et il va écouter ce podcast parce que je le sais. C'est mon entraîneur Alexandre Don Simoni euh, qui m'a changé, pas du tout au tout parce que je reste quand même au fond le même, mais qui m'a tellement ouvert les yeux et apporté sur des domaines que j'imaginais même pas. Et voilà, si quelque chose à retenir, c'est lui. C'est ce qui a fait aussi que voilà, au bout de ces 2 ans, je ne suis pas parti, je suis resté ici. Il en est un il il est responsable de tout ça. Quand je dis responsable, c'est une bonne chose, hein. C'est pas, je lui en veux pas. J'imagine bien, oui, ça se ressent en tout cas au travers de tes paroles. Et donc, j'ai oublié un petit passage, mais effectivement, je voulais revenir aussi sur la saison dernière, parce que tout à l'heure on en parlait, tu as commencé à marquer un peu plus de buts, mais la saison dernière, je crois que tu finis meilleur buteur de ton équipe, C'est possible. C'est possible. Je regarde pas ça, mais oui. avec 41 buts, donc c'est quand même assez conséquent, je pense, pour une saison. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander aussi, mais dans le water polo, comment ça se passe les ligues? Est-ce qu'on peut apparenter ça aussi au foot ou au handball? Il y a des nombres d'équipes, les derniers sont relégués, les premiers sont considérés comme promus. Oui, c'est le même principe qu'au foot, au hand, comme tu disais. On est 10. Ah, ben, je vais passer. Je- Non, mais j'ai ce détachement que tout le monde croit que je m'en fous, mais en fait, pas du tout. C'est que je sais. Je crois qu'on est 10 ou 11 cette année, je sais plus. On change un peu chaque année, mais oui, il y a toujours il y a la relégation. On a un système de match aller-retour.
Et à la fin, la particularité qu'on a par rapport au foot ou au hand, je sais pas comment ça se passe, on a des playoffs qui changent de format un peu chaque année. Tu nous as partagé le meilleur moment, on va dire, qui s'est concrétisé par une rencontre avec ton entraîneur. Est-ce que aussi tu peux nous partager les moments de gloire que tu as eu avec le PAN? Qu'est-ce que vous avez gagné? Donc vous êtes en Pro A, c'est comme ça que se nomme la Ligue 1, on va dire, du Je crois que water-polo. c'est élite maintenant. C'était pro il y a quelques années, maintenant on dit élite. En tout cas, c'est donc élite, c'est le niveau, le premier rang, on va dire, du water polo. Donc, qu'est-ce que tu as traversé avec cette équipe du PAN? Quelle compétition vous avez gagné? Et d'ailleurs, est-ce que dans le water polo, il y a aussi toute cette dimension championnat européen et championnat? Alors, je ne sais pas s'il y a des championnats, deux types de championnats européens comme dans d'autres compétitions. Oui, il y en a aussi. Ouais. Ouais, bah pour répondre à ta question, oui, là on est sur le même fonctionnement un peu que le foot. Il y a la Champions League avec les meilleurs clubs européens. En dessous, on a l'Europa League, voilà, avec les équipes en dessous. Et pour en revenir avec le Pays d'Aix Natation, bah, ça fait 8 ans que je suis là, donc on va dire j'ai tout traversé avec ce club. Des bons moments et des moments un peu plus compliqués sportivement, je parle. Voilà, ma première année un peu compliquée où on finit cinquième. Ensuite, on a l'arrivée, c'est un des premiers noms de joueurs que je cite, mais Hugo Crouzia, qui est capitaine de l'équipe de France actuellement, qui arrive à Aix pour 2 saisons où là on a connu le meilleur. On arrive en finale, le meilleur résultat de l'histoire du club, où on perd d'un but contre Strasbourg à l'époque. Voilà, la deuxième année, on finit troisième et pareil, on joue le haut tableau. Voilà, là, ces années-là étaient très belles pour le club. On performait, on arrivait à battre tout le monde. Et après, par la suite, ça a été un peu plus compliqué. Quand je dis un peu plus compliqué, c'est que les résultats étaient moins bons, où on se rapprochait plus de la troisième, entre la troisième et cinquième place. Et cette année où vraiment on a les quatre mastodontes qui sont Marseille, Noisy-le-Sec, Strasbourg et Tourcoing, qui ont des budgets beaucoup plus élevés que le nôtre. Et nous, en fait, on est derrière cinquième. Mais la petite particularité, c'est qu'on est reparti avec les jeunes du club et qu'on arrive à être performant avec cette jeunesse. Et c'est un sentiment qui est très agréable. Et j'imagine que tu fais partie maintenant des personnes qui sont formatrices pour ces jeunes-là. J'espère, j'essaie de l'être. Voilà, par mon professionnalisme dans la vie de tous les jours, qui voit ce que c'est faire part du haut niveau, c'est-à-dire de comment on se prépare, que ça passe des échauffements, comment être sérieux à l'entraînement, toujours être à fond. Enfin, ces petits trucs qu'on explique, mais qu'on n'intègre pas jeune. Il faut s'en rendre compte en ayant quelqu'un à côté de soi. Voilà, c'est l'exemple que j'essaie de passer et voilà, c'est un peu du non-verbal. Ça marche. Alors si je dis pas de bêtises, tu es également capitaine de l'équipe. Est-ce que cette position de capitaine reflète une certaine personnalité de ta part, un état d'esprit en tout cas de compétiteur, mais aussi de meneur d'équipe, on va dire, de meneur de troupe? Alors, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Jeune joueur, j'étais quelqu'un d'assez turbulent, même si on dirait pas comme ça, mais d'assez rebelle. Donc, j'ai jamais été prédestiné à ce rôle-là, Euh, et j'ai jamais voulu l'être. Mais voilà, la force des choses, les années qui passent, la rencontre avec Alexandre dans Simoni que je parlais tout à l'heure, m'ont fait changer, comprendre des choses. Euh, et du coup, voilà, quand même, le club m'a proposé le capitanat, c'était dans la suite logique. J'étais prêt à endosser. Moi, quand je dis endosser, c'est un terme un peu péjoratif, mais à accepter ce rôle-là, parce que je me sentais prêt, je sentais que j'avais l'expérience et le bagage pour transmettre. Donc voilà, ça s'est fait naturellement et voilà, comme beaucoup ont dit, ouais, on est capitaine ou il faut avoir ça depuis toujours. Bah, je suis la preuve que non. Voilà. Il y a différents parcours. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure un petit peu via les JO à Rio.
en 2016, mais tu fais également partie des cadres de l'équipe de France maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ta première sélection en équipe de France? Comment ça se passe pour toi dans ta tête? À quoi tu penses? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour toi à ce moment-là de représenter ta nation? Je vais parler plutôt des deux premiers matchs parce que on a eu un premier match face à la Suisse, match qu'on gagne assez largement. Donc c'était un peu un match, voilà, c'était l'équipe de France, mais c'était pas un match compliqué, il n'y avait pas un niveau au-dessus. Et je vais plutôt parler du deuxième match qui concerne la Russie en Russie, euh, en plein mois de janvier ou février, donc dans le vrai froid, le vrai froid russe. Et on arrive au match. Moi, je pensais jouer 1 ou 2 minutes. Et avant le début du match, on a 7 joueurs, c'est-à-dire la moitié de l'équipe, malades, donc indisponibles. Donc j'arrive, premier match pour moi, on met les deux pieds direct dans le plat, quoi. Je joue tout le match à un niveau qui est encore trop, enfin au-dessus du mien. Donc ça a été une vraie belle expérience avec le recul. Et après voilà, quand tu disais qu'est-ce que ça signifie pour moi, moi j'ai toujours été très patriote. Et pareil, c'est pas un terme péjoratif ou quoi que ce soit, je parle juste de sport. Toujours été très fier de ces valeurs-là et de l'équipe de France en règle générale. Voilà, puis, j'ai été bercé par les victoires de France 98 au foot, 2000, tout ça, donc ça représentait vraiment quelque chose pour moi. Quand je parlais que j'étais pas fan de personne, vraiment la France, ça a été quelque chose de vraiment moteur pour moi, vraiment, peut-être une des seules choses. Et donc voilà, quand j'arrive, mais une fois les premiers matchs, une fois quand j'étais dans les premiers matchs, je me posais pas toutes ces questions. C'était la suite logique. Voilà, j'avais pas de recul. Vraiment, j'étais dans le truc. Voilà, sans réfléchir. J'étais là, je me laissais guider un peu par le courant, comme on dit. Est-ce que tu as, pareil, un souvenir qui te vient en tête si on te parle d'équipe de France aujourd'hui? Ah oui, j'en ai un qui revient beaucoup, c'est la qualif pour les Jeux de Rio. Un bonheur incommensurable. En plus, c'est une victoire au penalty. Donc vraiment, pour moi, c'était une dramaturgie, une pièce de théâtre. Voilà, tout était fait pour me faire chialer. Et ouais, ça a été un moment très fort. Ça, ouais, ça a été ouais, le premier gros moment marquant de ma carrière en équipe de France. Donc autant sportif que humain. Oui. De toute façon, tous mes souvenirs en sportif sont humains. On va pas se le cacher, sportif de haut niveau, notre sport, c'est notre vie. Voilà. Voilà. Donc, ça fait partie. Et d'ailleurs, peut-être une question aussi qui peut être intéressante à ce sujet. Est-ce que ça a été simple, on va dire, de vivre de ton sport? Alors pas dans le cheminement en tout cas que ça demande pour arriver à haut niveau, mais est-ce que le water polo était une discipline dans laquelle on pouvait déjà s'épanouir et vivre de ça à l'époque où tu l'as intégré? En termes de rémunération, on va dire, est-ce que c'était possible de juste faire du water polo et de ne pas avoir d'autres, comme tu disais, double projet, voire triple projet pour financer son projet? Ouais, alors, moi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé le water polo, je me serais jamais vu dedans parce que pour moi, on gagnait pas sa vie en faisant du water polo. Quand j'ai commencé, les gens n'étaient pas forcément payés. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on touchait un peu d'argent et enfin rien qui nous permettait de vivre, honnêtement. Mais maintenant, les choses ont quand même pas mal évolué vers le bon sens financièrement. Voilà, maintenant on gagne sa vie. Attention, on parle pas de sommes comme des footballeurs ou d'autres sports, mais on vit du water polo, on vit bien du water polo pendant notre carrière. Après, on en revient toujours au même problème. On est sportif de haut niveau et notre carrière, si elle dure jusqu'à 35-36 ans, c'est déjà très beau. Donc il faut toujours prévoir l'après. Mais non, non, si on vit du water polo, bien entendu. Top, on va y revenir à ce passage, oui, qui est très important, l'après-carrière, parce que effectivement, c'est pas, on va dire, comme
une carrière de travailleur au sens propre du terme. C'est pas la retraite à 64 ans, par exemple. Ça existe un peu moins dans le sport de haut niveau. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Quelle est, s'il y en a une, la différence lorsque tu joues avec l'équipe de France et lorsque tu joues avec ton club qui est aujourd'hui du coup le PAN? Alors le niveau d'exigence est, je le dis très honnêtement et très calmement, très différent. C'est-à-dire que ici dans mon club, bah, par pas mal de choses, le niveau d'exigence est moins fort parce que les joueurs sont moins forts, la qualité d'entraînement est moins importante. En équipe de France, on joue avec les meilleurs joueurs français. On a conditions d'entraînement qui sont très bonnes, une exigence qui est encore au-dessus. Et ça, dans tout sport, tout le monde le dira, en équipe de France ou en équipe nationale, le curseur est monte d'un cran. Et on le voit. On voit des joueurs qui, en club, sont à un niveau assez bas et ils sont transcendés par l'équipe nationale. Donc, ouais, c'est assez différent. C'est là où on en revient au mental. Je sais qu'avant d'arriver en équipe de France, il faut que je me mette en condition pour hausser mon niveau aussi. Très bien. On va passer à un autre chapitre maintenant qui va bientôt s'ouvrir et qui pour toi d'ailleurs enfin, c'est déjà ouvert depuis un petit moment puisque tu as déjà entamé ta préparation, j'imagine, pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc les Jeux de 2024 approchent. Comment toi tu te sens à l'approche de cet événement? Moi, ça, depuis les blessures que j'ai traversées, ça a toujours été mon objectif. Mon objectif, donc j'ai toujours tout mis en place pour y arriver. Là, vu que ça approche, pareil, j'ai de moins en moins de recul, comme si j'étais dans un entonnoir. Là, j'arrive au bout du truc, j'ai vraiment les œillères et je suis dans mon truc. Donc voilà, c'est se préparer pour être le meilleur possible, physiquement, mentalement, voilà, être au top. C'est ça le but, quoi. Et pouvoir shooter cette fois, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Faire des jeux bon, je pense que ça ira, ça. Ok, super. Et donc, quels sont les changements, on va dire, majeurs par rapport, alors tu en as parlé un petit peu avant, effectivement, mais quels sont les changements majeurs entre ta préparation en club et ta préparation là pour la sélection nationale? C'est le niveau d'exigence qui monte encore une fois? Oui, le niveau d'exigence et le niveau de charge d'entraînement. C'est-à-dire que l'équipe de France, c'est 2 mois dans l'année. Le reste du temps, on est en club. C'est-à-dire qu'aussi, quand on est en équipe de France, on peut se permettre de travailler plus. Parce qu'on a moins de temps et c'est sur une durée plus limitée. Si on travaille de la même intensité en équipe de France qu'en club, là, je pense que ma blessure on fait surface très vite. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est qu'on a une charge d'entraînement beaucoup plus importante, un niveau d'exigence d'un cran au-dessus. Et voilà, c'est pour moi les deux faits marquants, quoi. Et comment justement cet événement, tu penses qu'il pourrait à la fois euh, te rapporter un plus dans ta carrière, ça on imagine bien comment. Oui, la question que je voulais poser surtout, c'était comment tu imagines qu'une médaille ou un gros résultat de la sélection nationale en water polo aux Jeux Olympiques, ça représenterait quoi en fait, à la fois pour le water polo, mais aussi pour toi en fait, et potentiellement pour les Français qui suivent le water polo, donc les poloistes, et puis dans ces événements-là, un peu tous les Français suivent le sport français en général. Oui, alors on sait que les Jeux, c'est la vitrine du sport. C'est là où on va être le plus en avant, le water polo, parce qu'après, quand on a les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est quand même plus confidentiel. Bah déjà, d'une part, nous, ça serait la récompense d'un travail entamé depuis plus de 15 ans maintenant. Mais sans parler de nous, c'est vraiment donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer ce sport qui s'apparente à aucun autre. On a, honnêtement, on a cette chance-là, on a de belles valeurs, je pense. Voilà, parce que nous, quand on fait ce sport, moi j'ai commencé, je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie, donc ça apporte autre chose. J'ai côtoyé d'autres sportifs, voilà. Nous, on fait ça vraiment par passion. S'il n'y avait pas la passion, ça sert à rien de continuer. Je gagne pas assez ma vie pour m'entraîner 8 heures par jour. Non, jamais de la vie. Donc voilà, on est un sport de passionnés. Comme tu le disais, s'il y a un résultat à Paris, c'est déjà rendre fiers ces passionnés qui ont toujours suivi le water polo et qui sont fiers de cette discipline et amener le plus de personnes avec nous. C'est ça, je crois, le plus important, c'est rassembler. Rassembler
et amener les jeunes à faire ce sport, quoi. Très bien, donc oui, en quelque sorte, euh, c'est effectivement, tu l'as dit, là, donc la vitrine sur le sport français, mais si en plus ça peut être la vitrine sur le water polo et, comme tu l'as dit, rassembler le plus de personnes que ça intéresse, ça peut être une superbe opportunité. Tu parlais de jeunes, justement, et de moins jeunes aussi. Mais aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à un jeune qui commence tout juste dans le water polo, ça serait quoi? Alors, j'ai la version gentille et la version un peu moins gentille. La version, alors on va commencer par la moins gentille, parce que les gens retiennent la dernière phrase. Euh, il faut qu'il nage, parce qu'on oublie souvent notre sport. Tout le monde voit le ballon, c'est des passes, mais la base de notre sport, c'est la natation. Bon, voilà, ça c'est la première des trucs. Et la deuxième, c'est que voilà, c'est un sport collectif, c'est s'amuser avec les copains, c'est se retrouver, s'aérer, parce qu'on sort de l'école, parfois c'est difficile, c'est pouvoir tout relâcher la pression dans un sport, partager des choses, parce que c'est ça qui est important aussi. Je l'ai compris, moi, c'est pas le partage, les rencontres. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de jeunes qui font pas carrière dans le water polo, mais ils sont toujours très proches. On le voit encore dans les clubs. Voilà, ça crée des liens énormes. Voilà, de souffrir ensemble, de gagner ensemble, de perdre ensemble, c'est la vie. Merci pour ce conseil-là, pour tous les jeunes qui, j'espère, vont nous écouter et vont écouter tes conseils. Et cette fois, pour les personnes pour les jeunes un peu moins jeunes, on va dire, qui sont déjà, on va dire, dans ce monde du water polo et qui, soit, comme tu l'as dit, sont à quelques pas de faire carrière dans ce sport, ou même les personnes de ton équipe qui sont assez jeunes, comment tu leur conseillerais de gérer la pression, ou même les attentes de l'équipe et des personnes qui les suivent? C'est de, au-delà de bien s'entourer, euh, c'est d'écouter. Voilà, quand on est bien entouré, d'écouter ces personnes-là. C'est très important. Il y a d'abord, voilà, créer ce cercle de confiance autour de soi. Et une fois qu'on l'a créé, c'est pas évident, mais une fois qu'on l'a créé, de faire confiance à ces gens-là. Voilà. Parce que on voit que les gens qui réussissent dans le sport de haut niveau, c'est des gens qui sont qui durent dans le sport de haut niveau. Parce qu'arriver, c'est plus facile que durer. Qui durent dans le sport de haut niveau, c'est ceux qui sont très bien entourés et qui ont été toujours très bien entourés. Donc c'est ça. Et la deuxième chose, c'est de rien lâcher. Il y a tellement de profils. Moi, je disais, par exemple, j'ai jamais cru être capitaine ou être un leader. Et je le suis devenu. Chaque parcours est différent. Voilà, quand moi j'entends un sportif, il dit, ou un entraîneur, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Voilà, juste dire aux jeunes que même quand ils commencent leur carrière, si c'est difficile, qu'ils pensent pas avoir le niveau. Juste pour rappel, on atteint son meilleur niveau dans le sport entre 28 et 31 ans. Voilà, juste ça. Et que d'ici, voilà, jusqu'à 28 ans, on peut tout d'un coup, il y a tellement d'exemples, atteindre un niveau qu'on n'aurait jamais imaginé. Mais voilà, la persévérance, c'est la récompense. Très belle, très beau dicton. Persévérance, c'est la récompense, c'est très clair. C'est vrai. Donc si vous devez retenir une chose, la persévérance, c'est la récompense. Maintenant, on va parler un petit peu de toi, Enzo, mais cette fois pas en tant que joueur, en tant que personne, on va dire. Alors même si depuis le départ, on parle de toi quand même en tant qu'humain, mais côté sportif, cette fois-ci, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ta tête perso. Est-ce que tu as des activités, des passions en dehors du water polo? Donc tu nous as parlé du cinéma, mais est-ce que tu fais autre chose? Alors, ouais, j'ai plusieurs passions. Je regarde beaucoup le sport, que ce soit le foot. Je suis quand même pas mal la NBA aussi. J'aime beaucoup voyager, mais je t'avouerai que c'est un peu compliqué. On n'a pas trop le temps, mais j'adore ça. Après, voilà, j'aime aussi sortir. Quand je dis sortir, c'est pas qu'en boîte de nuit. Je sais qu'on voit les sportifs aussi, mais voilà, sortir, voir mes amis, faire des choses. Voilà. Voilà en gros mes passions. Rien de très foufou. Et si on doit passer une journée dans ta vie, qu'est-ce que ça te donnerait? Déjà, pas trop de pauses, a priori. Alors si vous comptez partir en vacances avec moi, c'est non. Mais ouais, après il y a plusieurs journées. T'as la journée d'entraînement type. Pour te la décrire un peu, souvent on va avoir entraînement à 10 heures. Voilà, lever 8h30, 8 heures. Parce que maintenant je suis une vieille personne, je me réveille tôt. Voilà, donc entraînement de 10 heures jusqu'à midi. À midi, je vais manger. Là, je disais, je mangeais des pâtes, mais je vais toujours au même restaurant. Voilà.
Enfin, s'ils nous écoutent, ils vont nous écouter, c'est sûr. Un petit bisou à Piacer. Voilà, tous les midis, je mange chez eux. Ensuite, l'après-midi, c'est le temps libre un peu. Voilà, j'en profite. Par exemple, là, j'ai un podcast, bon, c'est pas tous les jours le cas, je vous rassure. Mais voilà, je suis sinon des cours. J'ai une formation à distance où je fais ce que j'ai à faire, une sieste quand j'ai le temps. Et le soir, on y retourne 6 heures jusqu'à 21 heures. Donc voilà, c'est des journées quand même. C'est une routine qui prend de la place. Alors c'est quelque chose que j'ai pas abordé encore avec d'autres athlètes, mais c'est vrai que le sommeil, c'est quand même quelque chose d'important quand on est sportif à haut niveau. Parce que souvent, on a peut-être tendance à se dire que, alors soit en tant qu'athlète, mais aussi dans d'autres domaines où ça demande une certaine rigueur et une certaine régularité aussi. Euh, alors, dans le sport, c'est peut-être un peu plus démocratisé, le fait que le sommeil soit important, mais au-delà du sport, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire pour le corps, pour se réparer, entre guillemets. Est-ce que toi, tu as un mot à dire là-dessus? J'ai même un dicton. C'est le podcast des dictons. Là, le sommeil fait partie de l'entraînement. Voilà. Je sais que c'est difficile pour je veux pas les gens ordinaires, mais quand je dis gens ordinaires, c'est les gens non sportifs. Pardon. Je veux pas dénigrer. Les gens non sportifs ne comprennent pas ça. Moi, je sais quand je leur dis ouais, cet après-midi, je vais faire une sieste. Toi, tu vas faire une sieste, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, ça fait partie de l'entraînement. Vraiment, ça fait partie de l'entraînement. Et quand je dis l'entraînement, c'est de la performance, parce qu'on peut s'entraîner sans faire de sieste ou en dormant mal, mais notre niveau de performance, il va baisser. Donc voilà, bien sûr que ça, c'est important, 8 heures de sommeil la nuit, moi j'essaie toujours de respecter ça, de me faire une sieste quand je peux, j'en fais assez souvent d'ailleurs, mais ouais, ouais, c'est ultra important et on le sent à l'entraînement, on le sent sur notre niveau physique, voilà, surtout sur notre niveau de performance, voilà, on le sent vraiment, quand même, manque de sommeil, c'est pas le même entraînement. Donc, on respecte ces 8 heures de sommeil. Est-ce que tu as des projets ou des ambitions en dehors du water polo que tu aimerais réaliser, que tu as déjà dans un petit coin de ta tête? Bah, pour en revenir, je te parlais de voyage, oui, je pense que quand j'arrête l'équipe de France, il y aura de gros voyages qui vont être prévus, des petits road trips aux États-Unis jusqu'à et autre chose. Voilà, quand le temps, si j'ai le temps, je ferai ça. Et pour après, l'après-carrière, voilà, parce qu'on parlait beaucoup de sportifs, mais enfin du sport, mais voilà, moi je me rapproche quand même de plus en plus de ma retraite sportive. Donc je te disais, je passe des formations aussi fédérales pour encadrer, pour entraîner. Moi, je veux rester dans ce domaine-là du sport. J'ai toujours baigné dedans et je me vois pas du tout partir. Donc voilà, on prépare ça. J'ai la chance d'être bien entouré par mon club, par la fédération qui m'aide énormément. Donc c'est un vrai plus et voilà, le fait d'être accompagné, je suis plus serein. Super. Comment tu gères aujourd'hui et comment tu as géré l'équilibre entre ta vie à toi et ta vie de famille et les exigences de ton sport? Alors ça a été très compliqué, pas pour moi, parce que moi j'ai toujours fait les choses en mettant le water polo en avant. Ça m'a coûté pas mal de relations. Mais oui, pour les autres, et je l'ai toujours compris, c'est pas évident. C'est pas évident parce que je pense que pour les autres, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps à faire autre chose. Voilà, et comme je t'ai dit, je l'ai toujours compris, j'en ai jamais voulu à mes ex-copines, voilà, à me dire, bah, voilà, je peux pas suivre. Voilà, c'est la vie, tout le monde voit le sport de haut niveau que le bon côté. Il y en a énormément, attention. C'est pour ça que là, on parle que de ça, mais moi, j'ai aucun regret. J'ai pris un kiff monumental jusqu'à présent. Mais d'un autre côté, voilà, la face cachée, c'est tout ça. On sort pas quand on veut, on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Les relations, c'est compliqué. Voilà, c'est une contrepartie le prix que j'ai accepté de payer. Si c'est le prix à accepter, forcément, il y a toujours cette partie sacrifice. On n'a pas trop abordé, effectivement. D'ailleurs, si tu souhaites ajouter un mot ou deux là-dessus, c'est avec plaisir. Quand tu parles de sacrifice, donc il y a effectivement ces sacrifices-là, mais il y a, j'imagine aussi d'autres sacrifices qui sont directement liés à ton sport, parfois. Ouais, après voilà, je vais pas parler, mais ma famille aussi m'a toujours
soutenu dans tout ce que j'ai fait, dans mes choix, dans ma carrière. Et voilà, on a toujours ce truc de se dire, ah, on n'a pas assez remercié, on n'est pas assez. Voilà, toujours ce petit regret, mais voilà, comme j'ai dit, je l'ai accepté, c'est le prix à payer. Alors, honnêtement, à part ça, sur les relations humaines, euh, j'ai jamais pris le reste comme des sacrifices, vraiment. Je l'ai plutôt pris comme, je sais pas, mais ouais, c'était la vie, enfin la vie que j'ai choisi de mener, ni sacrifice, ni avantage, c'est comme ça. C'est ça, c'est peut-être. Alors, tu me diras si je me trompe. En tout cas, je te donne mon point de vue et comme ça, tu confirmeras ou non. Mais peut-être que on a, d'un point de vue extérieur de la personne qui est dans ce milieu de sportif de haut niveau, on a peut-être l'impression que cette vie est remplie de sacrifices. Alors, il y a des sacrifices, comme tu l'as dit, mais effectivement, quand toi, c'est ton chemin, tu sais que tu dois suivre cette voie-là, on va dire fatalement, tu essayes de tirer presque quasi à chaque fois le bon côté des choses et tu te dis qu'au final, bah, c'est super de vivre ces expériences-là. Ouais, bah, t'as très bien résumé, et c'est pour ça que les gens non sportifs voient les sportifs de haut niveau comme ça, que rien ne les atteint, qu'ils sont enfermés dans leur monde. C'est qu'en fait, on se protège de tout ça. On se protège de tout ça parce que, en fait, si ça nous atteint, on parle toujours, voilà, je te parle de performance, ça va nous coûter notre performance. Donc, il faut se protéger. Et les gens ne le comprennent pas souvent, mais c'est qu'on n'a pas le choix. Si quelqu'un a la solution, qu'il m'envoie un message, ou à toi, et tu me l'enverras. Ça marche. Alors si vous avez une solution à ça, envoyez-nous un message. En tout cas, si tu n'étais pas joueur de water polo, ou poloiste, pardon, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, tu penses? Oh. Ça, tu vois, par exemple, cette question, je me la suis jamais posée. C'est fou, hein? Alors que, qu'est-ce que je ferais? Je jouerais à un autre sport, tout simplement. Mais vraiment, Oui. en fait, je ne vois pas ma vie, et ma vie n'a jamais été sans le sport. Donc, au final, peut-être que j'aurais pas été sportif de haut niveau, mais j'aurais resté tout le temps là-dedans. Que ça soit, je pense que j'aurais été entraîneur plutôt d'un sport ou d'un autre, mais dans le sport, sûr et certain. Très bien. Donc tu nous as dit que pour l'avenir, on va dire, tu pensais déjà à l'après-carrière. Tu préparais ça même, et donc tu passes des diplômes pour encadrer. Euh, Là, si on parle plutôt des objectifs du coup post-carrière, après ta carrière, donc ça serait vraiment d'encadrer, de devenir en fait entraîneur ou avoir un autre rôle en tout cas dans le water polo. Oui, c'est ça, ouais. J'aimerais d'abord quand même profiter de la jeunesse qui me reste pour rester au bord des bassins et entraîner, perdre encore un peu d'années de vie dans dans ce sport-là. Mais oui, oui, ça serait d'abord être dans l'entraînement et par la suite peut-être bifurquer sur autre chose. Mais voilà, ce qui m'anime le plus là après ma carrière de sportif, c'est entraîner, quoi. Et là, pour toi, on va dire, quels sont les prochains objectifs avec ton équipe, avec ton club, avec l'équipe de France? Bon, je pense on s'est bien fait l'idée du prochain objectif, qui sont les JO, j'imagine. Et avec ton club, ça serait quoi? Bah là, le club, comme je te disais, cette année, on est en reconstruction avec des jeunes. Pour moi, l'objectif et ce que j'aimerais, c'est qu'on accompagne ces jeunes qui ont du talent sur les années à venir et les entourer de bons joueurs français et étrangers. Voilà, parce que moi, ce que j'aime et ma vision des choses dans le sport, c'est la formation. Donc, s'appuyer sur la formation de notre club et ajouter des petites pièces à droite à gauche pour compléter un peu les manques qu'on a. Voilà, c'est ma vision des choses pour pouvoir, à terme, concurrencer ce top 4 en France. Très bien, donc la formation, pour toi qui est un axe majeur dans les prochaines années du PAN. Et enfin, pour, on va dire, clôturer cet épisode-là, sur ce volet-là, sur ton futur, ce que tu souhaites un petit peu à l'avenir, est-ce que tu as une idée de comment tu souhaites voir évoluer ce monde du water polo en France et peut-être, pourquoi pas même à un niveau, à une échelle un peu plus grande au cours des prochaines années? C'est quoi dans ta tête? Comment tu vois un petit peu ce monde du water polo plus tard? Alors, je pense que Paris va jouer un rôle très important sur ça. Nos résultats vont jouer un rôle très important pour amener du monde, pour amener du monde aux piscines. Je parle de jeunes qui commencent le sport. Continuer à le faire connaître,
Voilà, par le biais de la télévision, on fait plein de choses, d'être un peu plus médiatique. L'implanter aussi dans plus de villes en France. Voilà, on a des régions qui sont plus, comment dire, où il y a plus de water polo que d'autres. Donc pour moi, ça passe par là. Après, il y aurait tellement de points, mais je vais pas embêter les gens avec ça. Mais voilà, en gros, ça serait ça. Voilà, implanter un peu plus le water polo sur le territoire français. Merci de nous avoir donné ta vision là-dessus. Juste avant de clôturer, je te propose qu'on fasse une dernière pause ensemble. Je te pose une question très courte. Et l'idéal serait que tu me donnes le mot qui qui te passe par la tête avec ce que je te dis. Donc si je te parle d'enfance, qu'est-ce qui te vient en tête? Heureuse. J'ai passé une enfance très heureuse. Si je te dis Cercle des nageurs de Marseille. Performance. Si je te dis 7. Ami. Si je te dis victoire. JO. Si je te dis mission. Impossible, rien à voir. Et si je te dis futur. Aix-en-Provence. Très bien. Si nos auditeurs souhaitent te poser une question, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et si oui, sur quelle plateforme es-tu le plus présent? Sur Instagram, principalement. C'est là où je passe le plus de temps. Facebook, X, enfin, l'ancien Twitter, j'y suis quasiment pas. Donc voilà. Très bien. Donc si vous avez une question à poser à Enzo, eh bien rendez-vous sur son compte Instagram et je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Écoute, je te remercie Enzo d'avoir participé à notre entretien, notre échange. Moi, si je dois conclure aujourd'hui, si je dois donner mon petit retour à moi, franchement, hyper cool, hyper sympa, hyper humain. On voit aussi cette dimension humaine à travers toi. Donc merci pour ces échanges profonds et transparents. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, les JO, mais aussi dans ton club et puis dans ta vie, tout simplement. Et puis merci encore une fois de nous avoir donné la possibilité de nous entretenir avec toi. Mais merci à toi. C'était une première pour moi. Voilà, tu m'as mis très à l'aise et c'est très important, je trouve, dans cet exercice-là. Ce qui m'a permis de parler. Voilà, j'espère pas avoir eu trop de blanc. Comme je t'ai dit, j'ai des problèmes de mémoire, mais je pense que ça s'est pas trop eu. Donc, c'était parfait. Super. Merci beaucoup, Enzo. Et puis, écoute, passe une très belle fin d'année et puis le meilleur pour l'avenir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Parole d'athlète jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré ou appris quelque chose. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Lucas Roguet ou via l'adresse mail suivante lucasroguet.paroledathlète@gmail.com. Je suis Lucas Roguet et je vous embrasse.